Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Catherine Paillet, qui est scénariste. Bonjour Catherine, et merci beaucoup de me recevoir. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter afin que les auditeurs sachent qui se cache derrière cette voix ? Eh bien, je m'appelle Catherine Paillet, je suis scénariste depuis maintenant presque 20 ans. Voilà, j'ai fait des études de cinéma dans une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, qui est à Paris, dans le département scénario. Et depuis que je suis sortie de l'école, je travaille comme scénariste. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu ton métier ? Oui, scénariste, eh ben le ou la scénariste, c'est la personne qui écrit, qui invente l'histoire du film et qui écrit le récit. Donc qui va créer les personnages, raconter et trouver comment raconter ce qui leur arrive, et puis écrire les scènes et les dialogues. Même si c'est surtout un métier d'artiste, pour toi, est-ce qu'il y a des compétences et des connaissances principales qui sont nécessaires pour exercer cette profession ? Je pense qu'il est bon d'avoir quelques connaissances de règles de dramaturgie classique, pas forcément pour les appliquer d'ailleurs ou pour les respecter à la lettre, mais je pense que pour bien contourner une règle, il faut connaître la règle. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir des connaissances en dramaturgie. La dramaturgie, c'est l'art de raconter une histoire. Parce qu'en fait, il faut faire la différence entre l'histoire et le récit. L'histoire, c'est l'histoire, et le récit, c'est la façon dont on raconte cette histoire. Et des compétences, je sais pas trop, je dirais qu'il faut sans doute être curieux. On me dit souvent « Ah, il doit falloir avoir de l'imagination ». Je sais pas, en fait, s'il faut de l'imagination. Enfin, je pense que tout le monde a de l'imagination, mais qu'il faut nourrir son imagination, je dirais plutôt ça comme ça, en étant curieux, en s'intéressant au monde, en écoutant les histoires des gens, en lisant les journaux, en lisant de la littérature, en regardant d'autres films, parce qu'en fait, toutes les histoires qu'on raconte, elles se construisent aussi sur les histoires des autres et sur les histoires qui ont déjà été racontées, je pense. Il y a toujours un peu de vécu en plus dans chaque histoire, je suppose. Toujours. En fait, toutes les histoires sont pas forcément autobiographiques, mais disons que, enfin moi en tout cas, quand j'accepte de travailler sur un projet, c'est parce que je sais que j'ai une connexion intime, on va dire, avec ce projet. C'est-à-dire qu'à un endroit, l'histoire me touche, et donc même si je vais pas forcément raconter des éléments de ma vie, je vais mettre forcément quelque chose de moi-même en fait dans ce que j'écris. Ok. Pour revenir un peu aux prémices, qu'est-ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement du coup le métier de scénariste ? En fait, moi quand j'étais enfant, j'avais pas la télé, j'allais pas au cinéma parce que j'ai grandi dans une famille où on n'allait pas au cinéma. On lisait en fait, et donc je lisais beaucoup et très vite, assez jeune, je crois, enfant, j'ai eu envie d'être dramaturge, c'est-à-dire d'écrire des pièces de théâtre. J'avais envie d'écrire des histoires, en fait, et comme je connaissais ni la télé ni le cinéma, ça m'est pas venu à l'idée d'être scénariste, et je voulais écrire des pièces de théâtre. Et puis, quand je suis entrée au lycée, j'ai voulu faire l'option théâtre pour ça. Et puis on m'a dit « Ah mais oui, mais l'option théâtre, c'est pour les gens qui veulent jouer. » Et moi, je voulais pas du tout jouer. Et on m'a dit, une conseillère d'orientation m'a dit, fais plutôt l'option cinéma, t'apprendras à écrire un scénario et c'est comme une pièce de théâtre en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en option cinéma au lycée, alors que j'avais quasiment jamais vu un film de ma vie, je connaissais rien au cinéma, et je me suis retrouvée entourée d'élèves qui, eux, étaient abonnés au cahier du cinéma depuis qu'ils étaient en 5e. Et par chance, donc j'étais complètement perdue, mais par chance, il y a un des profs de cinéma qui a un peu compris mon désarroi et qui m'a donné des cassettes VHS, c'était des VHS à l'époque, pour que je découvre le cinéma. Et en fait, il m'a tout de suite montré des grands films, des films de Fellini, des films de Bresson.
Et j'ai découvert le cinéma comme ça, donc en entrant au lycée à 14 ans. Et en fait, j'ai vu des films qui m'ont bouleversée et j'ai décidé d'être scénariste. Et du coup, après avoir vu tous ces films, vers quel cursus tu t'es orienté après le bac justement? Eh bien, après le bac, j'ai fait une fac de cinéma et en même temps une fac de philo pendant 3 ans. Et puis, je m'ennuyais un peu au fond parce que, enfin, c'était intéressant, mais c'était vraiment que de la théorie, de l'analyse de films. Moi, j'avais vraiment envie d'apprendre à écrire un scénario et il n'y avait pas vraiment ça à l'université. Et donc, j'ai passé le concours de la FEMIS, qui est la grande école publique de cinéma. J'ai passé le concours dans le département scénario, parce que je savais que je voulais être scénariste. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis entrée à la FEMIS. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait devenir scénariste? Vraiment un peu les mêmes études? Ou est-ce qu'il y a, je sais pas, des nouvelles voies, des nouvelles possibilités? Je pense qu'on peut devenir scénariste sans passer par une école. Je pense qu'on peut apprendre les règles de dramaturgie et les découvrir en lisant des livres, en regardant des films, en lisant Shakespeare et en réfléchissant à comment c'est construit. Mais quand même, l'école de cinéma, c'est un gros accélérateur parce que on rencontre des gens, enfin déjà les gens de sa promotion. Moi, les gens de ma promotion à la famille sont beaucoup comptés pour moi. C'est des gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai découvert des films que je connaissais pas. C'est des gens avec qui je me suis forgé des désirs communs et c'est encore des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Et l'école, en fait, la FEMIS m'a permis de me créer une petite famille de cinéma de ma génération. Et donc, je pense que oui, ça permet d'aller plus vite. Et je pense que la FEMIS en scénario, c'est d'ailleurs une très bonne formation. Mais aujourd'hui, il y a une autre école qui est à Lyon, qui s'appelle la Cinéfabrique, qui a aussi un département scénario et qui est une super école. Enfin, voilà, il y a pas que la FEMIS. Et puis, il n'y a pas que les écoles. Mais pour moi, ça a vraiment été génial et extrêmement bénéfique de faire la FEMIS, c'est sûr. Et du coup, en sortant de tes études, tu as embrayé directement sur un scénario, ou comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution de ta carrière? Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que quand j'étais en troisième année, il y a 4 ans d'études à la FEMIS, et je savais que la 4e année consistait pour les scénaristes à écrire le film de fin d'études d'un des élèves réalisateurs. Et puis on devait aussi écrire notre propre projet de fin d'études, mais qui n'est pas réalisé et qui devait être un projet de long métrage. Et puis en fin de 3e année, je me suis dit ça serait bien que j'écrive d'autres choses en plus. J'ai eu peur de m'ennuyer en fait. Et du coup, je me suis dit, je devrais proposer à des gens de ma promotion qui sont pas en réalisation et qui doivent aussi réaliser des films de fin d'études, comme les étudiants en images, en son, en montage. Je devrais leur proposer de l'aide en fait, s'ils veulent écrire avec quelqu'un. Et donc j'ai réfléchi à avec qui dans la promotion j'aimerais bien travailler. Et j'ai pensé à Samuel Collardet, un étudiant en images qui avait fait dans le cadre d'un exercice image, un très très beau film, un très beau court-métrage. Et je lui ai proposé de l'aider à écrire son film de fin d'études. Donc on a écrit son court-métrage de fin d'études ensemble. Et en fait, il a fait un très beau film qui a eu un gros succès, un court-métrage qui s'appelle Du soleil en hiver. Et ce film a beaucoup circulé en festival, a eu pas mal de prix. Et en fait, grâce à ce succès, on a fait vite un long métrage derrière en sortant de l'école. Long métrage qui était produit par un élève producteur de notre promotion qui lui est rentré dans une grosse boîte de production en sortant de l'école. Donc on était un petit trio comme ça de la même promo à se lancer très vite dans l'aventure du premier long, tout de suite en sortant de l'école en fait. Et après du coup, sur l'évolution de ta carrière entre ce premier long métrage et aujourd'hui? En fait, je pense que ce qui est difficile, c'est de faire le premier long métrage. En tout cas, pour moi, après, le travail est arrivé un peu tout seul derrière ce premier long métrage qui s'appelle L'Apprenti et qui a été pas mal remarqué. A fait que derrière, j'ai eu pas mal de propositions de travail. Et puis après, c'est d'ailleurs ce qui est un peu injuste, c'est que plus on travaille, plus on a de propositions de travail. Et donc, j'ai jamais eu
grâce à ce démarrage un peu rapide, je pense, en sortant de la Fémis, j'ai jamais eu de période de chômage, enfin de période sans travail. J'ai plutôt eu toujours trop de boulot. Et ce qui est assez confortable parce qu'en fait, ça veut dire que comme j'ai assez vite eu beaucoup de propositions, j'ai assez vite pu choisir les projets sur lesquels j'avais envie de travailler, les choisir en fonction du projet, bien sûr, de la connexion que je pouvais sentir avec ce qu'avait envie de faire le réalisateur ou la réalisatrice, mais aussi choisir en fonction de la personnalité du réalisateur ou de la réalisatrice. Enfin, très vite, j'ai compris que c'était quand même plus agréable ce métier si on travaille avec des gens avec qui on s'entend bien et avec qui on a envie de travailler. Et est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant ? Ah, bonne question. Oui et non. Je trouve que là où ce métier a changé, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le scénario, pas les scénaristes, c'est différent, mais le scénario est peut-être un peu plus considéré, un peu mieux considéré qu'avant. C'est-à-dire que à l'époque où j'étais à la Fémis, parfois j'avais presque l'impression dans le regard des autres qu'être en scénario à la Fémis c'était un peu vulgaire, quoi. Que le scénario, l'écrit, c'était ce qui éloignait du cinéma, que c'est comme si c'était pas du cinéma. Et je crois que maintenant, sans doute avec l'essor des séries qui s'assument comme étant des choses très écrites, je crois que maintenant, on a moins cette idée-là que le scénario, c'est quelque chose qui éloigne du cinéma et qu'on a peut-être plus de considération pour l'art du récit. Ce qui ne veut pas dire, je pense, qu'on a plus de considération pour les scénaristes parce que on reste quand même un métier très invisibilisé, parfois maltraité d'ailleurs. Mais oui, je dirais que c'est ce qui a changé. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé ? En parlant de métier maltraité, on peut le voir en ce moment, même si c'est fini, la grève qu'il y a eu à Hollywood oui. Pendant des semaines, justement, sur les conditions de travail des scénaristes. Tout à fait. Et ben nous, on ne fait pas de grève en France, mais on aurait beaucoup de raisons d'en faire parce que il y a quand même énormément de scénaristes qui travaillent énormément pour presque rien, parfois pour rien. Énormément de scénaristes qui sont vraiment invisibilisés, c'est-à-dire que on leur prend leur travail et puis il n'y a jamais leur nom nulle part. Et puis, bon, ça c'est carrément de la fraude, mais même en dehors de ça, on n'est pas un métier, je pense, enfin, on a souvent l'impression, nous les scénaristes, de ne pas être reconnus à notre juste valeur. Comme tu le disais, tu es un des premiers maillons de la chaîne de fabrication du film. Ouais. Quelle est la place de ce métier dans la production du film, finalement ? Est-ce que tu viens avec un scénario directement voir les producteurs ou réals, ou est-ce que c'est plutôt eux qui te contactent parce qu'ils ont une idée à développer ? C'est plutôt eux qui me contactent. En France, traditionnellement, c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui est porteur d'un projet. Et donc c'est souvent le tandem producteur-cinéaste, réalisateur ou réalisatrice qui me contacte. Alors, ils peuvent me contacter à plein d'endroits différents. Parfois, rien n'a été écrit, on est vraiment au tout début. Le réalisateur ou la réalisatrice a une idée très vague de projet, mais voilà, il ou elle n'a pas commencé à développer son idée. Parfois, il ou elle a commencé à écrire et puis est arrivé à une première version ou une deuxième version, et puis sent un peu qu'il ou elle est au bout du rouleau et que ça serait bien de travailler avec un scénariste. Donc voilà, on peut m'appeler au tout début d'un projet ou au bout d'une version, 2 versions, 3 versions, c'est très variable. Mais oui, la plupart du temps, on vient me chercher. Après, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé, des réalisateurs ou des réalisatrices avec qui j'avais déjà travaillé, parce que je les connais bien et que je connais leurs goûts, leurs envies et qu'on a une habitude de travail. Ça m'est arrivé plusieurs fois de leur proposer un projet, un sujet, une idée, enfin un projet, quoi. Ok, et du coup ton rôle il s'arrête où après dans la production du film ? Une fois que les financements ont été trouvés et qu'il va être tourné, ou est-ce que ça t'arrive même d'aller, je sais pas, sur les tournages ou
de continuer après? Bah, officiellement, le rôle du scénariste, oui, il s'arrête une fois que le scénario est terminé, bouclé, et que on part en financement, en tournage. Après, en vrai, alors déjà, une fois qu'on a trouvé les financements, on fait le casting, et souvent le casting, ça peut faire un peu bouger les choses dans le scénario. Donc souvent, on me rappelle pour refaire un passage sur le scénario une fois qu'il y a le casting. Parfois, on me rappelle aussi pour refaire un passage sur le scénario parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu les financements qu'on escomptait, et donc il faut couper des scènes, réduire un peu, enfin voilà, pour des raisons économiques. Mais en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que quand j'écris un film avec quelqu'un, on développe un rapport de travail qui est très fort, parce que l'écriture, ça dure quand même des mois. Donc on développe un rapport de travail qui est très fort et très intime. Et puis finalement, je suis, pour le réalisateur ou la réalisatrice, la personne qui connaît le mieux le projet. Donc ça arrive très souvent qu'on me consulte sur le casting, qu'on me propose de venir au tournage, mais bon, ça pour le coup, j'y vais pas trop parce que j'ai rien de spécial à y faire. Ou qu'on me fasse venir en montage, en projection de montage, pour donner un avis sur une version de montage du film. Ça arrive très souvent. Et j'aime bien d'ailleurs continuer à suivre un peu le film une fois qu'il est devenu autre chose que le Qu'il est scénario. quasiment fini. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu sais qu'il y a plusieurs versions de scénario. En général, en moyenne, combien il y a de réécritures comme ça entre la V0 et la version finale? Ah là là, c'est très variable. Je sais pas si je saurais faire une moyenne. Franchement, il y a des projets où il y a 25 versions, d'autres où il y en a 4. Je dirais que si je devais faire une moyenne, je dirais 7-8 peut-être. Ok. C'est un travail de longue haleine. Hein. Je dirais que l'écriture d'un long métrage, ça prend entre 1 an et demi et l'infini. Non, alors moi, l'infini, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des projets sur lesquels j'ai travaillé pendant 5 ans. C'est souvent les premiers films, parce que, enfin, c'est souvent quand c'est le premier film du réalisateur ou de la réalisatrice, et que c'est quelqu'un qui, à la fois, manque d'expérience d'écriture et vit aussi cette grande angoisse, enfin, qui n'est pas qu'une angoisse d'ailleurs, mais ce saut dans le vide du premier film, et qui peut-être va avoir besoin de plus de temps pour faire des choix à l'écriture que quelqu'un de plus chevronné qu'en est à son 10e film. Et puis je suppose que vu qu'on est tout le temps la tête dans le guidon, qu'on le relit tout le temps, en fait on aura toujours envie de changer des choses, il sera jamais parfait en fait, il y a toujours des petites choses à droite à gauche à force de le relire, de revenir dessus. Oui, c'est ça, et puis après on fait lire aussi, enfin en fait au début de l'écriture, jusqu'aux premières versions dialoguées, en gros on fait lire aux producteurs essentiellement, un peu aux potes pour avoir des avis, mais quand le producteur commence à penser au financement, il va faire lire à des distributeurs, des chaînes, qui vont faire des retours. Donc on va aussi prendre en compte ces retours, faire certains changements. Donc en fait, on le reprend beaucoup, le scénario. Dans ta filmographie, on peut citer À l'abordage de Guillaume Braque, Le 6e enfant de Léopold Legrand et Scheherazade de Jean-Bernard Marlin, qui a été multi-récompensé, dont un César du premier meilleur film en 2019. Sur ces 3 films, le réalisateur est également co-scénariste. Comment se passe ce genre de collaboration, et est-ce que tous les réalisateurs ou réalisatrices sont co-scénaristes de leurs films? Peut-être pas tous, mais très majoritairement, oui, les réalisateurs ou réalisatrices sont co-scénaristes de leurs films, en tout cas en France. Moi, j'écris toujours avec quelqu'un. Après, c'est des collaborations très variables, parce qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont très à l'aise dans l'écriture, qui aiment ça même, et qui ont envie de vraiment écrire, et donc on écrit, dans ces cas-là, on écrit vraiment à 4 mains, comme on dit, c'est-à-dire qu'on conçoit le récit ensemble, on va écrire chacune une partie des scènes, puis l'un va reprendre les scènes de l'autre et vice-versa. On écrit vraiment à 4 mains. Y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui aiment moins écrire, ou se sentent moins à l'aise dans l'écriture, ou encore se sentent à l'aise dans l'écriture mais ont envie un peu de laisser le lead de l'écriture au scénariste, et qui donc me laissent plus de marge dans l'écriture. Après, quoi qu'il en soit, même si techniquement c'est moi qui écris tout,
ce que j'écris vient toujours au départ de discussions que j'ai avec le réalisateur ou la réalisatrice, qui est toujours d'une manière ou d'une autre impliqué dans l'écriture. Ok. Et tu as également travaillé sur Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, pour lequel d'ailleurs tu as été récompensé du prix SACD en 2021 à Cannes, ainsi que de nombreux co-auteurs. Comment se passe un travail d'écriture à plusieurs ? Alors, c'est une histoire un peu particulière, Les Magnétiques, parce qu'en fait, Vincent Cardona avait écrit une première version de ce projet avec 3 amis à lui, donc ils étaient 4. Ils étaient jeunes, je crois qu'ils sortaient de la Fémis, pas tous, mais une partie. Et ils ont écrit une première version de ce projet ensemble, qui était un énorme projet. Il me semble que le premier scénario faisait 250 pages, que c'était une matière géniale, mais qu'il fallait vraiment reconstruire le récit, qu'il y avait un travail de construction du récit à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Vincent, le réalisateur. Donc j'ai pris le relais pour travailler avec lui sur la construction du récit. On a travaillé pendant 2 ans, je crois, et puis le film s'est pas financé. On était jeunes, on était tous un peu des débutants, le producteur aussi. C'était un film assez cher parce qu'il se passait dans les années 80, donc il fallait trouver pas mal d'argent, et en fait il s'est pas financé. Donc il a été rangé dans un tiroir. Et puis Vincent l'a ressorti des années après, a relancé le projet dans une nouvelle boîte de production, et il a réécrit une version de tournage avec encore un autre scénariste. Donc en fait, à la fois on était très nombreux, et en même temps, à part l'équipe du début où ils étaient 4, en fait on n'a jamais travaillé tous ensemble en même temps sur le projet. Mais des collaborations à plus que 2... ça peut arriver. Alors, je sais pas si j'ai déjà travaillé avec la configuration réal plus autres scénaristes. Je crois pas. Peut-être que j'oublie quelque chose, mais en tout cas, là, par exemple, en ce moment, j'écris avec 2 réalisatrices qui réalisent ensemble. Donc on est 3. Je suis la seule scénariste, mais on n'est plus un duo, on est un trio, puisqu'elles sont 2 réalisatrices. Et t'as jamais travaillé justement dans des... je sais pas plus qu'on appelle ça, mais... des espèces d'endroits justement où il y a plein d'auteurs, des salles d'auteurs, voilà. Oui, des poules de scénaristes, voilà, ou des scénaristeries. Non. En fait, le travail en équipe, c'est ça dont tu parlais, ça se fait beaucoup en série, mais pas tellement au cinéma. Non. Moi, finalement, c'est quand même un travail en partie solitaire, parce que même s'il y a le réalisateur ou la réalisatrice, je travaille beaucoup seule, de mon côté. En tout cas, c'est jamais en grosse équipe, non. Ok. Parmi tous les longs métrages que j'ai cités précédemment, auxquels j'aimerais rajouter La Cour des Miracles de Karine May et Hakim Zouhani, on retrouve un thème commun qui est celui de l'enfance, plus globalement la famille. Les films tournent autour de ce sujet, soit car les acteurs principaux sont des adolescents, soit parce qu'on parle de sujets d'éducation ou encore d'envie de maternité. Est-ce que c'est un thème qui fait partie de tes critères de choix lorsque tu acceptes un projet, par exemple ? Et à l'inverse, est-ce que tu pourrais aider sur un scénario qui contient pas ce genre de choses ? Alors, ça fait pas vraiment partie de mes critères de choix, dans le sens où ça serait conscientisé et formulé comme ça. Mais je pense qu'effectivement, souvent, les projets qui m'intéressent, c'est des projets qui parlent de la famille. Et peut-être aussi, c'est vrai, de l'enfance et de l'adolescence. Et est-ce que je peux intervenir sur un scénario qui parle de complètement autre chose ? Ça dépend. Oui, bien sûr. Et en même temps, pas sur tout non plus. Par exemple, si on me demandait d'écrire un polar, un thriller, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, je me sentirais... Je le ferais, je crois, mais je me sentirais un petit peu intimidée, et je bouquinerais un peu avant et je regarderais des films. En fait, oui, dans l'absolu, moi, j'ai pas de principe ou de règle, écrire que ce genre de film ou que sur ce genre de sujet. Je suis prête à écrire sur tout et n'importe quoi, tant que je crois au projet et que ce qu'il raconte me parle à un endroit. Mais
Après, c'est pareil, même si on te propose une idée qui a rien à voir, potentiellement tu peux peut-être ajouter des petites touches de ce que tu as envie, ça et là dans le scénario. Oui, exactement. Et peut-être oui, c'est ça, que mon apport au scénario ferait que le thriller ne serait pas que un thriller. Je sais pas, effectivement. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe une journée type pour toi, même si c'est assez solitaire? Ouais. Bon, après, il y a plusieurs journées type. Quand je travaille seule, le matin, donc quand je travaille seule, je travaille chez moi. Il y a des scénaristes qui louent des bureaux. Moi, j'aime assez en fait travailler chez moi. Je vois bien le piège que ça peut représenter, mais j'ai appris, je crois, à me prémunir de ces pièges. Et T'as pris le wagon du télétravail avant que ce soit à la mode. exactement. Et je trouve ça assez confortable en fait. Aussi parce que c'est pas tous les jours, je suis pas tous les jours seule chez moi. Mais ouais, donc quand je travaille seule chez moi, le matin, je m'attaque à ce qui est le plus difficile. Enfin, pas ce qui est le plus difficile, mais ce qui nécessite un cerveau bien frais. Et parce que je pense que enfin pas je sais pas, mais moi je travaille mieux le matin. Donc je relis ce que j'ai fait la veille, je travaille vraiment soit sur des scènes si je suis en train d'écrire des scènes et des dialogues, soit sur de la construction si je suis en train de construire un récit. Et puis en général je travaille comme ça, comme une dingue sans m'arrêter jusqu'à ce que à 16h je me rende compte que j'ai pas mangé et que je suis en train de tourner de l'œil, donc je mange un peu. Et puis après, en fait, je suis cuite, donc je m'attaque à tout ce que j'appelle le secrétariat, qui est en fait répondre aux mails. Par exemple, je sais pas, un producteur qui me propose de boire un café, quelqu'un qui me demande si je peux lire son scénario, toutes ces choses-là. Je les fais en fin d'après-midi. Mais après, voilà, il y a des jours où je travaille pas seule, où je retrouve, par exemple en ce moment, les deux réalisatrices avec qui je travaille, on se voit quand même pas mal, à peu près 3 fois par semaine, chez l'une, chez l'autre. On se fait des séances de travail d'une demi-journée où, en gros, on discute du scénario, des problèmes qu'il faut qu'on règle dedans, on cherche comment les régler. Et puis après, en général, on repart chacune de notre côté pour réécrire des scènes. Voilà. Ok. J'ai vu sur certains films, tu as été créditée en tant que scénariste et d'autres en tant que collaboratrice. Quelle est la différence entre ces différentes nominations? Alors, quand je suis scénariste, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que vraiment j'écris l'histoire, je construis le récit, j'écris en fait. Je suis auteur, co-auteur, parce que c'est souvent avec le réalisateur ou la réalisatrice du film. Collaboratrice ou consultante, parfois c'est mentionné consultante aussi. Je ne suis pas auteur du film au sens où je n'écris pas, mais j'apporte une expertise à un moment sur le scénario. C'est-à-dire c'est une configuration où, par exemple, une réalisatrice qui écrit avec un scénariste, qu'un producteur, ça fait 1 an et demi qu'ils écrivent, ils sont un peu au bout du rouleau, ils sentent que le scénario n'est pas terminé, mais ils savent plus très bien comment régler les problèmes qu'il y a dedans. Ils vont faire appel à un regard neuf, et c'est là qu'ils appellent un consultant ou un collaborateur ou une collaboratrice qui va lire le scénario et dire « moi je pense que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, pour ces raisons-là, et voilà comment vous pourriez régler ça ». Donc c'est un regard, une expertise, mais pas de l'écriture. C'est-à-dire que je vais pas, dans ce cas-là, écrire des scènes, inventer des personnages ou des éléments de scénario. C'est vraiment une analyse et une expertise du scénario. Et est-ce qu'il est possible de passer de consultant à co-scénariste du coup? Si par exemple il y a beaucoup trop de travail, je sais pas, vous apercevez que t'apportes des bonnes idées et en fait le producteur ou le réalisateur il voudrait modifier pour coller à ta version par exemple? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire 1 ou 2 séances de consultation sur un projet et puis qu'après ces quelques séances, on me propose de rentrer dans le projet comme co-auteur. Oui. Ok. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur l'écriture d'un scénario? Bonne question.
Je crois, il y en a deux qui me viennent à l'esprit, et sans doute que si je réfléchissais plus longtemps, j'en trouverais d'autres, mais euh, d'ailleurs c'est marrant parce que les deux concernent la même réalisatrice, mais deux films différents de cette réalisatrice. La première, c'était pour l'écriture des Ogres, un film de Léa Fener, qui est un film avec beaucoup de personnages. Et c'était la première fois que j'écrivais un film avec beaucoup de personnages. Vraiment un film de groupe. Et je me souviens que c'était extrêmement difficile de trouver comment faire exister tous ces personnages. Alors évidemment, il y a des personnages plus importants que d'autres dans le film, mais comment faire exister même ceux qui étaient moins importants, comment faire vivre un groupe aussi sur le papier, mais pour que ça vive après à l'écran. Je me souviens que ça, c'était vraiment difficile, que j'ai vu une centaine de films de groupe pour essayer de comprendre comment ça marchait. Mais je suis contente de l'avoir fait, parce qu'en ce moment, j'écris aussi un film de groupe, et je sens que, voilà, maintenant j'ai un peu de bouteille sur la question. Et il y a une autre chose que j'ai trouvé difficile sur un autre film de Léa Fener, qui s'appelle Sage-Femme, qui est un téléfilm Arte, qui est sorti en salle fin août. C'est d'écrire... donc c'est un film qui, comme son nom l'indique, est un film sur des sages-femmes. Et c'est un film qui se passe quasiment entièrement en salle de naissance, dans une maternité. Et là, ce qui était très difficile, c'était de retranscrire l'urgence du service. C'est-à-dire, un peu comme dans la série Urgence, en fait. Hein. Finalement, une salle de naissance, une maternité, c'est un endroit où les soignants sont toujours en train de courir dans les couloirs, de passer d'une patiente à l'autre, et ils se croisent, et ils se disent un truc, et paf, ils passent déjà à autre chose. Comment écrire, en fait, ce mouvement incessant, cette urgence incessante, et en plus, dans un domaine que je maîtrisais pas du tout, qui est celui de l'obstétrique. C'était vraiment un gros défi, mais en fait, je m'en suis sortie en faisant une grosse immersion en maternité, c'est-à-dire en passant du temps en maternité, comme si j'étais étudiante sage-femme en stage. Et puis aussi, j'avoue, en revoyant la première saison de Urgence, et puis aussi en travaillant en collaboration avec des sages-femmes qui relisaient ce qu'on faisait, qui nous donnaient des conseils, qui nous aidaient, qui nous corrigeaient aussi parfois. Et parce que du coup, quand tu fais un scénario sur un métier ou tu sais pas, des personnes spécifiques, il faut que tu aies un peu accès à ce qu'ils font pour justement coller au plus proche de la vérité. Ouais, exactement. Et moi, je supporte pas de parler d'un truc précis si j'ai pas l'impression de bien avoir exploré le sujet. Et donc, je fais beaucoup d'immersion, d'enquête de terrain. J'adore d'ailleurs faire ça. Enfin, je trouve que c'est une partie géniale et passionnante de mon travail. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir passer 2 mois dans une salle de naissance, dans une maternité, de pouvoir passer plusieurs semaines au Groenland à chasser le phoque, de faire une enquête sur le surendettement. Enfin, en fait, c'est génial. À la fois, j'ai l'impression d'apprendre plein de choses sur un sujet précis, mais du coup aussi sur le monde et sur l'existence en général. Mais d'ailleurs, du coup, tu es d'écrire plein de scénarios ou faire plein de scénarios qui se font pas. Comment ça se passe dans ce cas-là? Non, je fais pas tant que ça des scénarios qui se font Non, ça, pas. jamais. J'essaye d'éviter. Non, mais pas dû à toi, mais juste dû au fait que Les financements. ouais, les financements se font pas ou ce genre de choses. Il y avait Les Magnétiques qui était mon scénario qui ne s'est pas fait, mais qui finalement s'est fait. J'ai écrit aussi un projet qui s'est pas fait. Comment ça se passe, tu veux dire C'est-à-dire, enfin, du coup, le scénario, il t'appartient encore, ou du coup, tu l'as vendu, après, c'est à eux, si un jour ils veulent le faire, toi, tu peux encore faire quelque chose avec ou pas? Techniquement, il appartient à la production pendant un certain nombre d'années, mais au bout de, je sais plus, 3 ou 5 ans, la production, il appartient plus à la production, et donc il appartient automatiquement aux auteurs, donc au réal et à moi. Voilà, donc oui, techniquement, c'est possible de relancer un projet d'une autre manière. Après, l'autre projet le seul, je crois, projet auquel j'ai participé et qui s'est pas fait, c'est un projet qui économiquement n'était pas tout à fait viable, en fait. C'était un film vraiment d'auteur qui allait pas, on le savait, faire 5 millions d'entrées, et qui en même temps, pour tout un tas de raisons, coûtait très cher. Donc
ça n'aurait pas vraiment de sens, je crois, de le ressortir des cartons aujourd'hui. Enfin, on risquerait de se casser les dents sur les mêmes problèmes de financement. Mais du coup, d'ailleurs, par rapport au financement, ça se passe comment quand tu écris le scénario? Tu arrives à estimer, en gros, le coût du film? Ou est-ce que c'est les producteurs qui disent il y aura tant de budget, et du coup, il faut que tu écris un scénario qui correspond à ça, ou toi, tu écris un scénario, et après, vous évaluez le coût de ce scénario? Moi, j'écris un scénario sans trop penser au budget. Après, par exemple, si c'est un premier film, que je sais déjà qu'il n'y aura pas d'acteurs connus, parce que ça sera des acteurs non professionnels, je sais déjà que ça sera pas un film à 5 millions d'euros, a priori, et donc on essaie de faire en sorte de pas écrire des scènes qui coûtent une fortune, mais en général ça se fait assez naturellement. J'ai pas vraiment la sensation de m'être déjà franchement censurée pour des questions de coût du film. Mais c'est vrai que moi, quand je commence à écrire, on ne sait pas combien va coûter le film. On peut avoir une idée à peu près de dans quel type de case budgétaire il va être, mais on ne sait pas exactement. Et puis on peut avoir des surprises aussi, en bien ou en mal. Et voilà, donc... Mais en général, ça se fait assez naturellement. Là, plus récemment, j'ai eu le cas, mais très particulier, d'un film d'animation, un film de Claude Barras, dont le tournage vient de se terminer. J'avais jamais écrit de film d'animation, donc là, c'est encore un autre problème, mais en fait, c'est un film en stop motion, et moi, je savais très peu de choses sur la façon dont sont fabriqués les films en stop motion, et j'avais aucune conscience de ce qui est cher ou pas cher en stop motion. Donc, par exemple, un jour, j'ai écrit une scène où les personnages traversent une rivière en marchant dans l'eau, à un endroit où la rivière est peu profonde. Et là, tout de suite, on m'a dit « Ah, ça, c'est pas possible, en fait. Faire passer les marionnettes, au tournage, faire passer les marionnettes dans de l'eau ou alors dans un matériau qui va bien rendre le mouvement de l'eau autour de leurs jambes, de leurs pieds, c'est impossible, c'est un casse-tête, soit ça coûte une fortune, soit c'est un casse-tête, mais un pont. Donc j'ai mis un pont de liane. Mais voilà, c'était le cas très particulier de la stop motion, où moi j'avais aucune idée de ce qui coûtait cher. Et d'ailleurs, pareil, au niveau du scénario, est-ce qu'il y a des choses plus complexes que d'autres à écrire, dans le sens où tu as les dialogues d'un côté, tu as, je sais pas, imaginer les lieux de l'autre? Non, ce qui est complexe à écrire... Si, je trouve que ce qui est complexe à écrire, c'est les scènes de dispute. Parce que... Je me dis souvent ça. Écrire une bonne scène de dispute, c'est vraiment super compliqué. Et parfois, je me dis, peut-être que c'est parce que quand moi, je me dispute avec quelqu'un, je suis prise par la dispute et du coup, je suis pas en train de m'observer. Et donc, quelque chose m'échappe de... Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal après à écrire une scène de dispute. C'est que c'est pas que je manque d'expérience, je me dispute avec les gens, ça m'arrive comme tout le monde, pas tant que ça, mais bon, ça a pu m'arriver ou ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est une expérience qui ne fait pas expérience en fait, la dispute, quand je la vis. Et du coup, ouais, je trouve ça dur. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans Anatomie d'une chute, la fameuse scène de la dispute, je la trouve géniale. Et elle m'a retourné le ventre d'ailleurs. Et je la trouve d'autant plus géniale que je sais que c'est extrêmement difficile d'écrire une scène de dispute. Ok, mais après, entre les dialogues et je sais pas, les scènes d'exposition ou les choses comme ça, il n'y a pas de... soit des difficultés, soit des choses que tu préfères aussi, par exemple? Non, c'est marrant, on me demande souvent si c'est pas difficile d'écrire les dialogues, mais moi je trouve ça assez facile en fait. Parce que quand on arrive à l'écriture des dialogues, ça fait souvent des mois qu'on travaille sur le récit, qu'on le construit, qu'on construit les personnages. Et donc finalement, quand on commence à écrire les dialogues, les personnages, on les connaît bien. Et donc les faire parler, non seulement on les connaît bien, mais en plus on connaît bien ce qui traverse, le récit qui traverse. Donc les faire parler, les faire réagir, les faire communiquer entre eux, finalement moi je trouve ça assez facile et même assez plaisant. Parce que du coup c'est une des dernières étapes avec les dialogues à écrire. Disons que au début on écrit... Enfin,
Oui, on construit le récit d'abord sous forme d'un synopsis, c'est-à-dire un texte de quelques pages, puis sous forme d'un traitement, c'est-à-dire un texte d'une trentaine, quarantaine de pages. Et puis c'est seulement après ça qu'on va écrire ce qu'on appelle les versions dialoguées, donc les scènes avec les dialogues. Et donc c'est vraiment une fois qu'on a bien construit le récit et qu'on a l'impression qu'on a bien abouti ce travail de construction du récit. Ok. Parmi tous tes projets, et il y en a beaucoup, le ou lesquels tu as préféré et pourquoi? Préféré écrire? Préféré écrire, ouais. Ah, en fait, j'ai pas vraiment de préféré parce que ils m'ont tous emmené dans... Ils ont tous été des expériences tellement différentes, à la fois parce que chaque film m'a emmené dans son sujet précis. Enfin, comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a un film qui m'a emmené en maternité, un autre au Groenland. Donc, c'est à chaque fois des expériences très différentes. Et puis aussi, chaque collaboration avec un réalisateur ou une réalisatrice est finalement très différente. C'est comme si... Moi, j'ai l'impression de changer de métier à chaque film, en fait. Et ce que j'aime assez, d'ailleurs. Et j'arriverai pas à dire... honnêtement, hein, enfin, au-delà de la peur de froisser mes collaborateurs ou collaboratrices qui écouteront ce podcast, franchement, j'arriverai pas à dégager une expérience que j'aurais préférée. C'est souvent le cas. Et quel est pour toi le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Pour moi, les meilleurs moments, c'est quand on écrit sur un milieu particulier. Par exemple, les sages-femmes, les Inuits, les paysans du Jura, et que quand on montre le film à ces gens sur qui on a écrit, à ces gens, cette communauté, cette corporation, on voit premièrement qu'ils ont le sentiment qu'on s'est pas foutu de leur gueule et qu'en plus ils sont émus et qui se sentent justement et bien et puissamment représentés à l'écran et qui sont touchés par le film et que le film leur fait du bien. Pour moi, ça c'est extrêmement fort. Et inversement, je peux pas envisager la situation inverse, c'est-à-dire que par exemple, si j'écris un film sur les sages-femmes et que quand les sages-femmes voient le film, elles trouvent que c'est n'importe quoi, alors ça, je le vivrais hyper mal. C'est pour ça que je fais des enquêtes et des immersions assez poussées. Je veux vraiment pas... Pour moi, c'est pas possible, en fait, de... Je veux absolument pas trahir la réalité de ce que je raconte. Est-ce que d'ailleurs ça t'arrive de travailler sur plusieurs scénarios à la fois? Ah bah tout le temps. En fait, pour m'en sortir financièrement, oui, j'ai toujours plusieurs projets en même temps. J'ai en général 2 coécritures qui j'essaie de faire en sorte qu'elles n'en soient pas au même stade, sinon ça prend trop de temps, trop de force. Et puis 1 ou 2 petites consultations qui traînent. Ok, mais c'est pas trop dur justement de se plonger à fond dans un scénario quand on est sur 2 histoires en parallèle, enfin 2 ou 3 ou plusieurs histoires en parallèle comme ça? Bah, ce qui peut être difficile, c'est que parfois, sur un projet, on a besoin un peu de s'enfermer dans un tunnel d'écriture, de se plonger à fond dedans pendant 3 semaines, alors que on a la pression sur un autre projet qu'il faut terminer en urgence. Ça, c'est difficile et ça fait qu'il y a vraiment des périodes de ma vie, comme en ce moment, enfin, comme ces 3 dernières années, où j'ai l'impression de vivre constamment dans un embouteillage, et ça, c'est vraiment difficile et fatigant. Et je pense que c'est d'ailleurs, pour revenir sur cette histoire de grève dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi un des problèmes du métier de scénariste, un des gros problèmes du métier de scénariste. Donc ouais, bien sûr, c'est difficile. Après, en termes d'imaginaire et de connexion au projet, en fait, moi, parfois, ça peut me faire du bien de passer de l'un à l'autre. Quand je bloque sur l'un, je vais finalement aller prendre l'air sur l'autre. Donc oui, c'est pas tant un problème d'imaginaire qu'un problème extérieur, en fait. Un problème de pression, de date, de délai, de rendu. J'ai l'impression, malheureusement, que le métier de scénariste, c'est un métier où, si on veut gagner correctement sa vie, il faut être sous l'eau. Il faut avoir trop de travail.
Et ça, c'est usant, en fait. C'est dur. Et surtout que c'est pas un truc qui change vers le mieux. Alors non, vraiment pas. Moi, je pensais que ça allait changer avec l'âge et l'expérience. Je me disais, plus je vais vieillir, grandir, plus je vais avoir un gros CV, mieux je vais être payée, et donc, donc je vais pouvoir moins travailler. Et en fait, non, parce que finalement, est-ce que c'est la crise du Covid? Est-ce que c'est l'appauvrissement général des finances? J'ai pas franchement l'impression d'être mieux payée qu'il y a 10 ans, et en fait je continue et c'est peut-être aussi parce que la vie est plus chère, je sais pas, mais je continue à devoir travailler trop pour m'en sortir. Après, travailler trop, je suis toujours un peu gênée de dire ça, parce que je suis pas non plus un mineur qui pousse son wagon sous terre 12 heures par jour, et en fait, je suis aussi consciente qu'il y a plein de métiers, de boulot, où les conditions sont bien plus dures que les miennes. Moi, j'ai quand même la chance de pouvoir travailler chez moi, de pouvoir être là quand mes enfants rentrent de l'école. Enfin, voilà, il y a une forme de confort, mais qui ne doit pas non plus occulter le fait que c'est quand même difficile d'être toujours un peu la tête sous l'eau. Bon, pour revenir à un sujet un peu plus soft, est-ce que tu as des anecdotes qui sont liées à ton métier ? Par exemple, quand j'étais en immersion à la maternité, comme j'avais une blouse, un badge, des gants, ça arrivait souvent que des papas, par exemple, me posent des questions, ou même des femmes qui étaient venues pour accoucher. C'est même arrivé 1 ou 2 fois que des médecins me disent tiens, fais ça, et moi je disais non, je suis scénariste. Souvent, parfois je me dis, parce que avec certains réalisateurs ou réalisatrices, on travaille beaucoup dans les cafés, et on parle d'un personnage, d'une scène, de notre sujet. Et souvent, je me dis, waouh, si les gens de la table d'à côté nous écoutent, ils doivent vraiment se demander ce qu'on fait, quoi. Parce que parfois, par exemple, on peut parler 2 heures à parler d'un personnage en disant non, mais en fait, il est un peu plus comme ça, il est un peu moins ceci, un peu plus cela. Et parfois, je me dis, vu de l'extérieur, si les gens qui nous entendent ne savent pas qu'on fait du cinéma, ils doivent se demander ce qu'on trafique. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Et ben, comme je te disais tout à l'heure, mais aussi parce que c'est dans l'air du temps et que c'est un métier qui s'est développé récemment, coordinatrice d'intimité, je trouve que c'est un métier que la plupart des gens ignorent que ça existe. Et c'est intéressant parce que, au-delà de la question des scènes d'intimité, je pense que ça, voilà, parler avec quelqu'un qui fait ce métier-là, ça permet de brasser tout un tas de questions de rapport à l'acteur, au jeu, au corps. Et je cherche un autre exemple. Bruiteur ou bruiteuse. Moi, je dis ça parce qu'en fait, quand j'étais à la Fémis, je me souviens que je me disais, si j'arrive pas à être scénariste, j'essaierai d'être bruiteuse. Parce que je connaissais rien de ce métier, mais le peu que j'en savais, on m'avait raconté 2-3 choses, par exemple, que pour faire, je sais même pas si c'est vrai d'ailleurs, mais que pour faire les pas dans la neige, les bruiteurs utilisaient des choux, cassaient des choux-fleurs, ou des choses comme ça. Et je trouvais ça marrant, cette idée que pour imiter un son du réel, on va pas que pour obtenir le bruit d'un pas dans la neige, on va pas forcément aller dans la neige et marcher dans la neige. On va essayer de reproduire ce son, et peut-être même de le rendre encore plus fort et plus parlant en utilisant complètement autre chose. Je trouvais ça drôle. Oui, ça n'a rien à voir quand même, scénariste rien à et voir. bruiteuse. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps, Catherine. De rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.